Des jouets prenant vie derrière notre dos? Un rat devenu chef cuisinier? Un vieil homme partant à l'aventure à bord d'une maison accrochée à des ballons? Un robot se chargeant de nettoyer une planète déserte? Des monstres dont le travail consiste à nous effrayer? Un monde peuplé par des voitures? Un autre où les dinosaures ne se sont jamais éteints? En plus de 20 ans, Pixar nous a offert de nombreuses idées incroyables. La qualité des œuvres bâties autour fut variable, n'échappant pas à des reproches en termes d'écriture et d'invention, mais il y a une chose qu'à ce jour, il n'a pas été possible de critiquer. La crédibilité. Même devant ce que vous considérez comme le plus mauvais des films du studio, vous ne direz pas que vous ne croyez pas à son univers. Chez Pixar, la maîtrise de la diégèse tient lieu de règle d'or. De manière simple, la diégèse correspond à l'univers de l'œuvre avec ses règles et lois que les personnages considéreront comme la réalité. En parlant de la fiction, le public affirme couramment que tout y est possible. D'un certain point de vue, c'est effectivement le cas. L'univers créé est unique et n'est soumis à aucune contrainte préexistante. L'auteur est libre d'y injecter n'importe quelle idée fantaisiste, et son imagination est la seule limite. Toutefois, cela ne veut pas non plus dire qu'il peut tout se permettre. Si tel était le cas, son monde arriverait inévitablement à un stade où des concepts entreraient en contradiction. Par là, la réalité inventée révélerait ses natures factices et dénuées de sens. Comme le veut l'adage, si le réel n'a pas de sens, la fiction, elle, se doit d'en avoir. Tacitement, on accepte ce que notre quotidien peut recéler d'absurdité, de coïncidences et de rocambolesque. C'est la vie, après tout. Or, si les personnages d'un film ont la même disposition vis-à-vis de leur réalité, le spectateur ne leur accorde pas ce privilège. Si une chose arrive dans l'univers, cela doit être pour une raison précise, parce que de toutes les options envisageables, l'auteur a retenu spécifiquement celle-ci. Le regard du spectateur est ouvertement plus critique, mais cela est logique, puisqu'il met son état émotionnel entre les mains de quelqu'un d'autre. Il lui apporte toute sa croyance, et quand bien même il se sait manipuler, il réclame à ce que cette confiance soit respectée. Heureusement pour l'auteur, il n'a pas besoin de montrer l'intégralité de son univers dans le moindre détail. Traditionnellement, nous en faisons l'expérience par le biais des personnages principaux et n'en voyons qu'une portion. Il faut pas oublier que ce sont ces personnages qui constituent l'intérêt majeur de l'entreprise. Un univers ne vaut rien s'il n'y a personne pour l'occuper. Ce qui pose le dilemme quant à l'élaboration d'une diégèse viable. L'univers est construit sur mesure par rapport au parcours du personnage, mais il doit également être un environnement suffisamment indépendant de ce dernier. Le monde ne peut pas tourner autour d'un seul personnage, et se doit d'avoir une existence propre pour paraître comme une réalité crédible. The children's television host, Mr. Rogers, always carried in his wallet a quote from a social worker that said, "Frankly, there isn't anyone you couldn't learn to love once you've heard their story." And the way I like to interpret that is probably the most greatest story commandment, which is make me care. Please, emotionally, intellectually, aesthetically, just make me care. Cette difficulté d'équilibre se voit souvent dans les scènes coupées, chez Pixar. Dans Rebelle, lorsque Mérida et sa mère pénètrent dans le domaine de Mordu, elles devaient apercevoir une silhouette effrayante se mouvoir sous la surface du lac. C'était là un clin d'œil au mythe du monstre du Loch Ness, et il n'avait rien d'inapproprié, au vu du contexte. Le monde de Rebelle est fait de légendes de ce type. Par ailleurs, l'accent horrifique de la séquence s'accorde avec une apparition aussi inquiétante et énigmatique. Or, dans le cas présent, ce côté mystérieux ruine l'expérience du spectateur. Face à cette apparition, ce dernier se détache de l'action en cours pour se demander ce qu'est cette créature et quel est son rapport avec l'histoire. Cela renvoie au principe du fusil de Tchekhov. Selon le dramaturge russe Anton Tchekhov, il s'agit de supprimer tout élément qui n'est pas pertinent à l'histoire. Ainsi, si on présente un fusil accroché au mur dans le premier acte, il faut nécessairement qu'un coup de feu soit tiré avec par la suite. S'il n'est pas destiné à être utilisé, alors il n'a pas sa place ici. Si le monstre marin donne de la texture à l'univers, les réflexes du spectateur l'amènent à penser qu'il n'est pas un simple élément décoratif. Il soulève alors des questions inutiles qui n'auront pas de réponse et nous dévient donc du sens de l'histoire. Ce souci de mécanique se retrouve similairement dans Toy Story et ses suites. Dans le premier opus, l'introduction de Sid conduisait à la présentation d'un autre personnage. Il s'agissait d'un vieux jouet de bébé. Il racontait une sinistre histoire concernant un jouet que le reste de la communauté, trop jeune, n'a pas connu. Si sa suppression est justifiée par sa maigre utilité, il impliquait une donnée que le premier Toy Story esquive tranquillement. Le temps. Alors certes, on peut trouver dans le film plusieurs repères temporels.
Il est indiqué que Woody est le jouet préféré d'Andy depuis la maternelle, et évidemment, l'arrivée de Buzz se fait à l'occasion de l'anniversaire d'Andy. On note cependant qu'on évite bien de nous mentionner son âge exact. Le premier film se crée alors son propre espace-temps. De la même façon que la famille Simpson n'a pas varié après 30 ans de télévision, la temporalité du premier Toy Story paraît trafiquée. Si l'environnement peut évoluer et connaître des changements, il laisse entendre que les personnages humains sont immuables, et qu'Andy restera toujours un enfant. Ce qui est logique, au regard de ce que le film veut nous raconter. En lien avec sa nouvelle technologie, Toy Story se concentre sur la notion d'effet de mode, au travers de la relation entre Woody et Buzz. Il n'y a dedans aucune raison d'indiquer l'inéluctable destin de ces personnages, tous condamnés à plus ou moins long terme à être délaissés et abandonnés. Cette donnée temporelle n'est introduite que dans le second opus, et précisément parce qu'elle devient une nécessité au développement de Woody. Le cow-boy y traverse une crise existentielle en se voyant offrir une autre vie. Il pourrait devenir une pièce de musée et jouir d'une adulation éternelle. Mais ça serait une morne vie sous cloche qui ne vaut guère le bonheur d'être le jouet d'Andy. Papy Pépite met dans la balance que ce bonheur n'est qu'éphémère, et qu'il disparaîtra à mesure qu'Andy grandira. En décidant pourtant de rester aux côtés de son propriétaire, Woody va finalement briser la bulle temporelle de l'univers. Il accepte la marche du temps. Il est alors naturel que le troisième Toy Story le confronte, avec ses compagnons, aux réalités de son choix. Savoir si l'univers définit le personnage ou si le personnage définit l'univers revient à se demander qui est né le premier entre l'œuf et la poule, et probablement que la réponse se situe quelque part entre les deux. Ce qui se retrouve dans la capacité de Pixar à jouer avec la connaissance de notre propre réalité. Dans le processus d'acceptation de l'univers, il est régulièrement fait en sorte que ceux-ci entretiennent un lien avec un équivalent de notre réalité référente. Ratatouille, Mille et une pattes ou le monde de Nemo décrivent des mondes qui existeraient au sein du nôtre. Le monde de Monstres et compagnie y évolue en parallèle. Wall-E évoque un futur possible quand le voyage d'Arlo se penche sur un présent alternatif. Par cette connexion, Pixar amène un semblant de véracité pour pouvoir mieux s'en détacher. En cours de préparation de Vice Versa, Pete Docter et son équipe ont sollicité les conseils du neurologue. Au départ enthousiasmés par les concepts scientifiques exposés, ils se sont rendus compte que cela les brimait. Leurs incorporations à la narration la complexifiaient trop et les écartaient de l'histoire qu'ils désiraient raconter. Ce qui prévaut tient donc d'abord à un rattachement émotionnel. I walked out of there wide-eyed with wonder. And that's what I think the magic ingredient is, the secret sauce. Is can you invoke wonder? Wonder is honest, it's completely innocent, it can't be artificially evoked. For me, there's no greater ability than the gift of another human being giving you that feeling. When it's tapped, the affirmation of being alive, it reaches you almost to a cellular level. The best stories infuse wonder. Dans sa première partie, l'univers de Lao semble très proche du nôtre. Pour autant, selon nos connaissances en physique, il apparaît impossible que des ballons, même en quantité suffisante, puissent arracher une maison de ses fondations. On l'admet pourtant sans sourciller, parce que ce bricolage implique pour Carl Fredricksen. Le film nous a dévoilé toute sa vie avec sa femme Ellie, son amour, ses désirs et ses regrets. L'envol de sa maison est l'expression de toutes les émotions qu'il a emmagasinées jusqu'alors, et que le film nous a fait partager. C'est par la force de celle-ci que l'on peut croire la chose réalisable, et donc s'en émerveiller pleinement. Au revoir tout le monde! Je vous enverrai une jolie carte postale des chutes du paradis! Amener le possible par ce type d'exposition est une technique souvent employée chez Pixar. De Toy Story au voyage d'Arlo en passant par Monstres et compagnie, l'introduction passe souvent par une peinture du quotidien de ces personnages. Qu'ils s'y sentent à leur place ou non, c'est une impression de routine qui prédomine. La simplicité avec laquelle les personnages exécutent des gestes qu'ils répètent tous les jours établit clairement ce qu'est la normalité de l'univers. Mais elle nous connecte aussi par le principe que par-delà la forme, il y a un mode de vie équivalent au nôtre. La pratique n'est cependant pas sans risque. Malgré le naturalisme qui s'en dégage, la méthode peut apparaître pour ce qu'elle est, soit une leçon déguisée sur le fonctionnement du monde. So the film begins with a scene which I was actually very much opposed to. It was a concept that was brought up several times, that we would see the birth of our kid and the emotion. And the reason I was against it is just, it's, I think, in danger of becoming a cliche for us here at Pixar. We've done a lot of films where we show them young to kind of get the audience on board, and then we jump ahead. And I always feel like, man, just cut to the chase. I don't need to know that this person grew up in Detroit in order to understand them, you know. L'idée ne séduisait pas Docteur, considérant cela comme un excès d'exposition prenant trop le spectateur par la main.
À nous deux. Allez, ouvre la bouche. Et sur le papier, c'est effectivement le cas. D'un point de vue pratique, toute la première séquence introduit le fonctionnement interne de Riley par une démonstration simpliste. Si Docteur s'est laissé séduire par la scène au bout du compte, c'est assurément par ce que sous-tend le visuel. Si l'envol de la maison dans Lao fonctionnait si bien par ce qui précédait, c'était aussi par la myriade de couleurs vives qui étaient déployées à cet instant. Il en va de même sur vice-versa. Plus que l'explication de la mécanique des émotions et des souvenirs, son ouverture est une débauche hypnotisante de jeux de couleurs et de lumière. Que ce soit par l'opposition de l'obscurité du monde interne avec l'extrême clarté du monde externe, ou l'utilisation des éléments fondamentaux de l'esprit de Riley comme source de lumière, tout l'intérêt de la scène passe par des choix esthétiques visant à nous faire partager l'éveil à la vie du personnage. Ce sont ces éclats visuels qui nous charment, et nous font accepter l'univers. C'est d'ailleurs en se reposant sur une même idée que Pixar ouvrira ce qui est probablement son univers le plus autre. A l'inverse de tous les cas cités, Cars est un univers dénué du moindre rapport avec celui des hommes. C'est un monde avec des véhicules et rien d'autre. Mais le film ne débute pas en nous confrontant immédiatement à ce fait. Il commence avec un écran noir où Flash McQueen se concentre et répète son mantra. Bon, allons-y, concentration. Rapide, je suis rapide. Un vainqueur, 42 perdants. J'en fais qu'une bouchée à mon petit déjeuner des perdants. Ce que l'ouverture met en avant n'est pas la nature du personnage, mais ses émotions. Il nous rattache ainsi à des notions de compétition sportive et de désir de victoire dans lesquelles on peut se projeter. En conséquence, lorsque Flash sort de l'ombre, un lien s'est déjà créé envers lui et son univers. C'était une nécessité puisque le concept même du film présente un bémol de taille à surmonter. L'homme n'existe tout bonnement pas dans Cars. Or, une voiture est un objet familier qui se définit comme un outil. Il ne vit que parce que nous l'utilisons. Un véhicule sert à nous transporter et toutes ses fonctions dérivent de là. S'il n'a personne à transporter, alors il n'a pas de raison d'être. L'un des coups de génie du film aurait été de contrer cette problématique par un choix purement esthétique. John Lasseter et son équipe ne sont pas les premiers à vouloir donner vie à des voitures. L'un des réflexes coutumiers en la matière était de positionner les yeux sur les phares. Une convention rejetée par Cars qui place les yeux sur le pare-brise. Dans une perspective d'empathie, l'idée est habile. En rehaussant les yeux, les véhicules adoptent un profil plus humain. Toutefois, mettre les yeux sur le pare-brise a aussi un avantage primordial. Il masque l'intérieur de l'habitacle. Sièges, volants, levier de vitesse et consorts sont totalement oblitérés de notre champ de vision. Tout ce qui instrumentalise le véhicule disparaît, et on peut donc librement assimiler que derrière les yeux, il n'y a que l'âme des personnages. Prends ça dans les cardans. De façon tout aussi pragmatique, il va être fait un autre choix subtil pour nous faire croire à cette société. Essayez de répondre à cette question. Avez-vous le souvenir d'avoir vu dans le film une voiture assimilable à un enfant? Alors effectivement, si vous n'êtes pas trop concerné par le sort de Flash, vous en avez peut-être aperçu une apparaissant avant le climax. Mais à cette exception, le film ne se focalise jamais sur ce point. La raison est simple. La présence d'enfants va immanquablement nous amener à savoir comment les voitures naissent. Deux options de réponse s'offrent alors à nous. La première serait que les voitures sont fabriquées comme chez nous, dans des chaînes de montage. Mais il faudrait alors expliquer d'où provient le souffle de vie qui les anime. Car si elles sont battues comme des voitures normales, alors qu'est-ce qui leur donne une âme? La question est insoluble au sein d'une narration se voulant claire et accessible. La seconde option serait de considérer que les véhicules disposent d'un système de reproduction plus traditionnel. Et outre que cela met en tête des images bizarres, cela rentre en contradiction avec la nature mécanique des personnages. Comme le fera Chris Wedge sur Robot, il faudrait justifier que des êtres faits de boulons et de métal puissent grandir. Mais tout ceci n'a finalement aucune utilité dans Cars. Les thématiques liées à la parentalité n'y sont jamais traitées. Il n'y a donc pas obligation à résoudre un problème qui ne se pose pas. D'une certaine manière, c'est un art du mensonge par omission, où seul est dit ce que l'on a besoin de savoir. Peut-être est-ce tout ce qu'il y a besoin de faire pour créer la magie, car après tout, ne voulons-nous pas tous être bernés? Cela tombe bien, c'est précisément ce que Pixar fait depuis ses débuts, en nous traitant avec le plus grand des respects. Nous faire croire pour mieux rêver, et nous faire rêver pour mieux croire.